Il y a des personnes qui ont des QI de 150 et qui sont intelligentes dans le sens de parvenir à raisonner au sein de son écosystème et à révéler les capacités. En revanche, il y a des personnes qui ont un QI de 150 mais qui ne parviennent pas à utiliser ces capacités au mieux pour être en interaction avec le monde, pour donner quelque chose au monde. Et celles-ci, elles ne sont pas intelligentes malgré leur QI à 150. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé à tous, bonjour et bienvenue. On est reparti pour une nouvelle semaine santé. Je reçois aujourd'hui Fanny Nussbaum, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci. Docteur en psychologie et chercheur en neurosciences. Vous êtes lyonnaise et cette approche justement neuroscientifique est importante dans votre travail. Oui, elle est très importante. Elle donne, je pense, tout un socle de compréhension qui est probablement différent de ce que peut apporter la clinique. Vous dirigez le centre Psyrène et le fonds du même nom pour l'intelligence, un centre qui s'occupe d'accompagner les enfants et adultes. Alors on va mettre entre guillemets à haut potentiel. Ah bah oui, on met entre guillemets à haut potentiel parce que si vous me fâchez dès le départ... Non, haut potentiel, c'est votre cœur de métier, on va dire. Et vous publiez Le secret des performants aux éditions Odile Jacob. Et ce matin, si vous restez jusqu'à la fin de l'émission, nous allons décoder le processus de puissantisation. D'ailleurs, puissantiser, ça ne marche pas au Scrabble. Non, puissantiser, c'est un néologisme par moi-même, donc ça ne marche pas au Scrabble, mais peut-être qu'un jour ça fonctionnera. C'est le procédé pour entrer en performance. C'est ça. On va parler de l'intelligence. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est que l'intelligence avec un grand I ? Oui, l'intelligence avec un grand I, et c'est bien de le dire comme ça, je trouve, parce que finalement, il n'y a qu'une intelligence avec des degrés. On a l'habitude de parler de plusieurs intelligences, des intelligences multiples, de Howard Gardner. C'est très à la mode, ça. Voilà, c'est très à la mode. Et je trouve que c'est intéressant, mais que ça ne nous donne pas vraiment d'indication sur l'intelligence, mais seulement sur des capacités. Quand on parle d'intelligence toute seule, on parle des capacités de raisonnement. Quand on dit que telle personne est intelligente, en général, on parle seulement de capacité de raisonnement. Mais à mon sens, on ne parle pas d'intelligence. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, d'intelligence, artistique, etc., et on parle seulement de capacité. Et c'est différent de l'intelligence. On verra pourquoi, mais par exemple, quelqu'un qui a un QI de 150, est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent ? Pas forcément. Il y a des personnes... Ah bon ? Mais oui, c'est dingue. Il y a des personnes qui ont des QI de 150 et qui sont intelligentes dans le sens de parvenir à raisonner au sein de son écosystème et à révéler les capacités, notamment puisque là on parle d'un QI de 150, donc ce sont des personnes qui ont une grande capacité de raisonnement. Donc si elles parviennent, ces personnes, à révéler ou à voir leurs capacités révélées dans un écosystème, alors elles sont intelligentes. Elles sont en état d'intelligence puisque l'intelligence est un état. En revanche, il y a des personnes qui ont un QI de 150 et qui n'en font pas grand-chose à part réfléchir toute la journée, mais qui restent, qui ne parviennent pas à révéler, à utiliser ces capacités au mieux pour être en interaction avec le monde, pour donner quelque chose au monde. Et celles-ci, elles ne sont pas intelligentes malgré leur QI à 150. Vous dites que la capacité et l'intelligence, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que recouvre cette notion de capacité ? La capacité, c'est trois choses. C'est d'abord la personnalité. La personnalité, c'est un savoir-être au monde. On est au monde chacun de façon différente. Ça fait partie des capacités humaines. Ensuite, il y a l'aptitude. L'aptitude, c'est savoir faire du vélo, savoir, je sais pas, qu'est-ce qu'on va dire, compter, voilà, apprendre c'est souvent lié à un apprentissage, on acquiert certaines aptitudes. Et puis, il y a les fonctions de raisonnement qui sont ces capacités à réfléchir, à anticiper, à planifier, à prendre des décisions. Alors, prendre des décisions, c'est plutôt à réfléchir avant de prendre des décisions. Voilà, tout ça, capacité d'attention, capacité de mémoire,
tout ça fait partie des fonctions de raisonnement que certains appellent les hautes fonctions cognitives. Et voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée que ce sont des hautes fonctions, ce sont des fonctions cognitives très importantes et très intéressantes, mais je pense que ça ne fait partie que des capacités et pas de l'intelligence. Savoir-être, savoir-faire et savoir. Donc finalement, ça ne sert à rien d'avoir toutes ces capacités si on n'est pas capable de les exprimer. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. C'est mieux de les avoir, mais c'est sûr que si on ne peut pas, comme le dirait Frédéric Michalak, transformer l'essai, ce sont des capacités qui restent en sommeil. Alors, vous distinguez 3 états de l'intelligence. Oui. Lesquels ? Alors, d'abord, il faut dire que l'intelligence est un état, ce que j'ai dit brièvement tout à l'heure. Et ça, c'est assez... je me permets d'insister là-dessus, oui. D'insister et puis d'être un peu prétentieuse, mais je ne crois pas que ce soit de la prétention. C'est là le scoop, c'est là que c'est vraiment révolutionnaire. C'est l'intelligence comme un état. L'intelligence est un état et n'est pas une capacité intrinsèque. Donc, dans cet état d'intelligence, il y a des moments où vous et moi, on va être bien dans la relation. On va dans cette interaction là, on est ok. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Les idées coulent facilement et on a tous vécu ces moments-là où les idées vont assez vite. On est à l'aise, on est même assez à l'aise dans son corps, etc. Et puis la minute d'après ou l'heure d'après, au contraire, on va être avec un autre interlocuteur et c'est pas forcément la faute de l'interlocuteur, c'est simplement cette interaction qui fait qu'on a l'esprit grippé, on n'arrive pas à trouver ses idées, on est mal à l'aise, on est même crispé dans son corps. Et puis après coup, on se dit si j'aurais dû dire ça, mais enfin comment ça se fait, ça me ressemble pas, j'aurais dû répondre ça, etc., etc. Et là, on n'est pas en intelligence. Donc l'intelligence est un état dans lequel tout le monde peut être ou tout le monde est à un moment ou à un autre. Et donc vous me posiez la question à laquelle je n'ai pas répondu, oui. pardon, oui. Des 3... Parce que vous en distinguez 3 états d'intelligence, alors c'est assez intéressant. C'est ça. Alors allez-y, donc, développez. Au sein du même état, il y a 3 gradations. C'est comme les états de conscience, par exemple. Quand on est en conscience minimale, ça fait aussi partie des états de conscience. Donc, dans l'état d'intelligence, il y a une gradation en trois points qui est quand on n'est pas en phase avec son écosystème, justement, quand on a cet esprit grippé, quand les choses ne roulent pas, ne coulent pas toutes seules, qu'on se sent en décalage avec son écosystème, là, on est en antiphase. On n'est pas en phase avec cet environnement. Donc, on est en antiphase. Alors, ensuite, vous dites de l'antiphase que c'est la phase de l'échec. C'est ça, c'est la phase où on n'est pas, où on est en rejet de la société, où la société est en rejet de soi. C'est un petit peu une boucle rétroactive où on est un peu, on est systématiquement contre, où on a envie d'aller élever des chèvres dans le Larzac, de se mettre, de devenir un ermite. Hein. On a tous vécu dans sa vie des moments comme ça où alors parfois, encore une fois, ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer plusieurs mois. Où les choses se déroulent pas bien, on a l'impression qu'il y a plein d'obstacles sur sa route, qu'on est contre tout, etc. Et que les autres aussi sont contre soi parfois. Donc à ce moment-là, oui, on vit plutôt des échecs, Alors, premier état d'intelligence, l'antiphase. L'antiphase. Deuxième état, celui du milieu, celui de, on va dire à peu près la norme, c'est l'état de compétence. La compétence, c'est quand on est plutôt raccord avec son environnement, on est plutôt en résonance correcte, voilà, et on répond favorablement, correctement aux attentes du système. Donc quand on dit de quelqu'un qu'il est compétent, c'est qu'on se dit, quand on va le voir, il sait répondre. Il sait répondre dans son domaine, il a la capacité de répondre. Mais vous voyez que la compétence, savoir répondre, c'est pas forcément savoir créer. Quand on est en compétence, c'est un moment où on est bien avec son environnement, on répond, mais on n'est pas encore proactif. On est dans la norme, en fait, d'une certaine façon. C'est ça, on est plutôt dans la norme, et d'ailleurs la plupart d'entre nous, quand on se sent plutôt bien, plutôt ok, sans que ce soit non plus merveilleux, on est là-dedans, dans son domaine à soi, on sait répondre correctement.
Et le troisième état d'intelligence donc, que vous proposez? C'est le Graal. Voilà. Le troisième état, c'est celui-là, c'est la performance. Donc à ce moment-là, dans la performance, on va transformer l'essai, on va toucher les étoiles. Et donc je donne dans le livre l'exemple de la balançoire. On est sur une balançoire. Vous savez, la balançoire, l'oscillation de la balançoire représente bien la résonance, enfin c'est la résonance qui se passe. Donc là, à ce moment-là, on est sur la balançoire et les pieds touchent le ciel, on sent qu'on est connecté à l'environnement, on sent son cœur qui se soulève quand on repart vers l'avant, et on sent cette excitation qu'on avait enfant à être sur cette balançoire quand on est en performance. Donc ce qui ne veut pas dire que la performance ne suppose pas de sacrifice, de douleur, etc. La performance, disons qu'il faut arriver, pour arriver à la compétence, il faut souffrir, il faut apprendre, il faut... non, à la performance, pas à la compétence. D'abord à la compétence. À la compétence, d'accord, ouais. Pour arriver à la compétence, il y a du boulot à faire. Il y a du boulot, on est là, on rame. Ce qui fait le gap, la marche supplémentaire. Donc la différence entre les personnes compétentes et les personnes performantes. Voilà, ce qui va faire il faut à peu près quand même être compétent pour être performant. Mais, alors je fais une digression, pardon, mais ce ne sont pas forcément les plus compétents dans un domaine qui vont être les plus performants. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. Mais en tout cas, il faut atteindre un certain seuil de compétences, bosser son sujet, réfléchir évidemment, s'informer, etc. Mais pour passer cette marche-là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut se lancer dans le vide. Il faut déclencher plutôt que les autres. Il faut faire confiance à cet inconscient cognitif, puisque il faut savoir quand même que dans le cerveau, il y a le traitement inconscient, c'est 90 à 95%. 90 à 95% de l'activité cérébrale est une activité inconsciente, se fait en dehors de notre champ de conscience. Et oui. Et il y a deux systèmes, hein. Système 1 et système 2. Exactement, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu Daniel Kahneman. Donc Daniel Kahneman qui a eu l'équivalent du prix Nobel en économie, mais qui est un psy au départ. Et il faut expliquer aux gens donc, ce qu'il développe dans son système 1 et son système 2 de pensée. C'est ça, donc système 1, le système 1, c'est celui qui, quand on se retrouve face à un ours, on va, c'est fuite ou combat, hein, parce que la sidération, c'est la version pathologique, on pourrait dire. Mais fuite ou combat, c'est le choix qu'on va avoir. Ce choix-là, il va se faire très très rapidement grâce au système 1, qui a eu déjà des expériences. Vous et moi, on a rencontré des ours très très souvent. Donc quand on a rencontré des ours, notre cerveau a fait ces petites statistiques pour dire ce qui fonctionnait le mieux dans ce genre de cas. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais tourner le dos à un ours, et que quoi qu'il arrive, l'ours court plus vite que vous. Exactement. Donc une fois que vous savez ça... Oui, vous décidez de combattre. Vous êtes un fighter. Ou de grogner. Ou de grogner. C'est celui qui grogne le plus fort qui fait partir l'autre. Alors après, il faudrait voir Usain Bolt contre l'ours. Oui, d'accord. Il court peut-être plus vite que l'ours, finalement. Peut-être. Et le système 2, donc ? Et le système 2, le système 1, c'est ce système super rapide qui vous fait prendre la décision rapidement. Et ça, toute la journée, on a le système 1 qui fonctionne, qui nous fait prendre à droite ou à gauche, qui nous fait dire oui ou non, etc. Ça, on prend ces décisions très rapidement et c'est notre système 1. Ce système 1, il est ancestral, il est hyper bien huilé, bien sûr, il a ses bugs qu'on va appeler qu'on peut appeler des biais cognitifs, mais quand même, il fonctionne vraiment très très bien. Statistiquement, on a plus de chances quand on lui fait confiance d'y arriver que pas. Et puis, le système 2, c'est plutôt un système principalement préfrontal qui va être... lui, le système du raisonnement, donc c'est un système beaucoup plus lent puisqu'il ne fonctionne pas par association. Donc c'est le système très laborieux de quand on réfléchit, quand on se pose sur un problème et qu'on va l'analyser petit A, petit B, petit C. Là, on est vraiment dans le système 2.
C'est aujourd'hui ce qui est valorisé dans nos sociétés, peut-être plus occidentales, et encore je ne suis pas sûre, il faut que je prenne. Oui, vous le prenez comme ça, vous pouvez le montrer à la caméra, mais vous continuez de parler. Vous pouvez faire deux choses à la fois. Exactement, puisque vous êtes philo-cognitive, donc à mon avis, vous êtes... Et normalement performante. Et les performants sont ceux qui parviennent à faire plusieurs choses à la fois. En effet, merci. Bon, je disais que les hauts potentiels, c'était votre cœur de métier. Vous les avez rebaptisés en philo-cognitif, aujourd'hui en parlant de cette philo-cognition. Hein. Et vous publiez aujourd'hui Le secret des performants aux éditions Odile Jacob. Alors, la performance, ça commence où ? C'est délicat, ça commence évidemment au-dessus de la compétence. Donc ça commence quand on commence à faire consensus. S'il y a une ou deux paires d'yeux pour voir ce qu'on est en train de faire et pour le valider, alors commence la performance. Je dis dans le livre qu'on ne peut pas être performant seul dans sa chambre. On peut être un génie ou un philo-cognitif seul dans sa chambre. Alors attends, on s'arrête sur les génies parce qu'on parlait tout à l'heure d'intelligence et on reviendra sur les performants. Les génies, vous évoquez beaucoup Pablo Picasso par exemple dans votre livre, qui était un génie comme Léonard de Vinci. Eux, c'était vraiment des génies. C'est ça. C'est quoi la différence entre un intelligent et un génie ? Alors, intelligent, ancienne version ou nouvelle version ? Non, dans votre version. Alors, un génie, c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps et qui est même en avance sur sa génération. C'est-à-dire que précocement, il va montrer des aptitudes, des capacités extraordinaires dans un domaine. Et en avance sur son temps, parce qu'un génie, c'est quelqu'un qui est visionnaire et qui va avoir une idée qui peut déranger aujourd'hui, mais qui va être complètement normale demain. Donc ça c'est un génie. C'est même pas forcément un philo-cognitif, un génie, encore une fois. Mais quoique, parce que le génie arrive à donner une dimension presque philosophique. Ce que vous appelez un philo-cognitif, c'est ce qu'on appelait avant les sourdoués. C'est comme ça que vous comprenez. Ces gens qui ont cette grande capacité à penser. Donc, un génie va donner une dimension presque philosophique à ce qu'il fait, que ce soit jouer au tennis, peindre pour Pablo Picasso ou créer des objets ou des fresques magnifiques, etc. Voilà, il va donner une dimension qui est presque religieuse. Donc ça, c'est le génie. Et on peut être un génie méconnu. Il y en a certainement aujourd'hui des génies qui ont des idées incroyables, mais que personne ne va voir. Et ces génies méconnus ne sont pas intelligents selon ma définition de l'intelligence, puisque ils n'ont pas fait écho dans leur écosystème pour qu'on puisse les voir, pour qu'ils puissent interagir et raisonner dans leur écosystème. Un génie donc méconnu n'est pas intelligent. C'est ça. Oui, et ça ne veut pas dire que c'est pas une ode au bling bling et aux paillettes. Il faut être une star pour pouvoir être intelligent. C'est pas ça. C'est simplement qu'il faut vraiment être en phase avec son écosystème. Donc après, on peut aussi le faire dans l'ombre, mais il faut qu'il y ait consensus autour de ce qu'on a fait. Et consensus, c'est pas forcément que tout le monde soit d'accord. C'est qu'il y ait une communauté petite ou grande, et c'est peut-être ce qui va faire qu'on est un grand performant ou pas. Un Roger Federer qui va avoir des millions de personnes pour le voir et pour dire que ce qu'il fait est extraordinaire, ça va pas être pareil que quelqu'un qui fait une jolie peinture et qui a quelques centaines de personnes qui disent c'est extraordinaire. Donc plus on va réussir à créer une coopération, une fédération autour de soi, autour de ce qu'on propose, et plus on va être performant. Donc finalement, souvent on dit que les performants sont des gens qui écrasent tout le monde sur leur passage, qui sont hyper individualistes, etc. Et peut-être parce que en effet, ils sont plus dans la lumière que leur écosystème, mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est quand même un truc de groupe. C'est quand même c'est fédérer les autres autour de ce qu'on propose et faire en sorte ensuite d'être porté par ce système-là. C'est bien une dynamique de groupe ou une brillance dans la sauce qu'on va mettre dans le groupe qui est extraordinaire.
faire. Vous, les performants, vous sont toujours questionnés, vous les avez Oui. observés et vous vouliez répondre à un certain nombre de questions et surtout de savoir comment fonctionnait leur forme d'intelligence, en fait. Est-ce que vous avez réussi à percer leur mystère et à comprendre ce qui, dans leur façon de réagir, de réfléchir, les réunissait ? Oui, alors il y a trois points j'ai pu observer, mais ça, évidemment, il y a les 16 performants que j'ai interviewés. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme de journaliste, mais en tout cas, qui ont accepté de me parler, de témoigner, de me répondre. Donc il y a ces 16 performants, je ne sais pas si on peut là les citer tous, et je pense parce que je lui ai parlé hier à Julien Fournier, qui est un créateur de mode. C'est ça, un créateur de mode de haute couture. Il fait que 2 collections par an, donc c'est il a le temps. Oui, il a le temps. Non, mais je lui ai parlé par message. Hein. Non, il n'avait pas le temps. Au contraire, il est super booké. Il va avoir son émission un reportage sur lui sur Netflix bientôt, etc. Enfin, il est vraiment, voilà, un super performant et puis une âme géniale. Donc les 3 états spécifiques, justement de ce que vous distinguez. Alors, ce ne sont pas les 3 états, ce sont les 3 clés de la performance. Ouais. Et donc ces 3 clés, c'est pour le dire assez rapidement, c'est absorber, arriver à prendre l'information partout où elle est, ne pas faire de chichi, je dirais, avec l'information. Il n'y a pas l'information des intellectuels et l'autre. Il y a vraiment à absorber tout l'air du temps. Ensuite, déclencher plutôt que les autres, prendre vite la décision, plus vite que les autres. Et puis, surtout, c'est ce que je disais sur la création d'une coopération autour de soi, c'est l'autonomie émotionnelle. Avoir sa propre pensée et faire en sorte qu'il y ait une adhésion à sa propre pensée. C'est pas je suis quelqu'un qui pense comme tout le monde, c'est je suis quelqu'un qui pense différemment et qui amène les autres, ou qui pense ou qui agit différemment, et qui amène les autres à voir et à valider et à être heureux avec ce que je propose. Donc ils arrivent à fédérer d'une certaine façon. C'est ça, oui, tout à fait. Ils fédèrent, ils créent des coopérations. Donc ça, ce sont les performants. Qui, pour vous, est intelligent ? Donnez-moi des exemples de personnes que vous trouvez intelligents dans votre définition que vous proposez de l'intelligence. Tout dépend si on parle des différents états. Donc, disons que dans l'intelligence, il y a la compétence et la performance, puisque l'antiphase, c'est justement quand on est c'est la situation d'échec. Voilà. Bon. Donc, des compétents, il y en a plein. Là, vous et moi, on est en compétence. Maintenant, peut-être qu'on est en performance à certains moments. Quand vous qui êtes qu'est-ce qu'on m'a dit quand je lis vite, je suis en performance. C'est ça, parce que donc vous êtes un champion de lecture rapide et donc voilà, à ce moment-là, vous êtes en performance quand vous faites. En revanche, quand vous vous entraînez tout seul, vous n'êtes pas en performance. Le moment où vous êtes en performance, c'est quand on vous regarde. Donc vous êtes en performance à ces moments-là. Là, maintenant, quand vous êtes avec moi, vous êtes en compétence. Donc, ceux qu'on va appeler les performants, ce sont ceux qui arrivent à maintenir cet état sur une plus longue durée. On va du coup leur donner le qualificatif de performant. Mais ils sont comme vous et moi, il y a des moments quand même où ils sont même en antiphase. Mais donnez-nous des exemples. Alors, des exemples de personnes qu'on connaît. Oui. De personnes qu'on connaît. Voilà, j'ai parlé de Roger Federer. Qui d'autres ? Il y en a tellement, je ne sais pas, plein de grands hommes politiques qui sont hyper Ribéry, les performants. Ah voilà, vous me lancez sur Ribéry. Oui, Ribéry est performant et très intelligent. Et c'est ça qui m'agace beaucoup. Nabila, Ribéry... Nabila, elle est performante. Elle est intelligente. Donc, elle est performante, donc intelligente. Donc, elle a le Graal de l'intelligence. Et là, je suppose et j'espère que les auditeurs grincent des dents et ne sont pas contents en disant « Mais comment ça, Nabila ?» Moi, je pense qu'ils le pensent aussi. Oui, mais je crois aussi, à vrai dire. Ribéry, qu'on fait passer pour un
voilà, pour quelqu'un de pas très intelligent, en fait, il a une énorme intelligence. Il est incroyable. Et c'est une injustice terrible, je trouve, autant pour Nabila que pour Ribéry. Je trouve que c'est une injustice terrible parce qu'on va utiliser, on va regarder, et encore, c'est même pas leur capacité de raisonnement. On regarde seulement la manière dont ils parlent, la manière dont ils vont peut-être donner leur avis sur les choses, le vocabulaire qu'ils vont employer. Et on va dire, ils sont pas intelligents parce que on a cette définition poussiéreuse de l'intelligence comme la capacité à utiliser le verbe, la capacité à pousser une pensée dans ses retranchements, etc. Mais l'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence, étant donné que c'est être en résonance avec son écosystème, ces deux-là en sont des exemples merveilleux. Alors, expliquez-nous ce que vous appelez justement l'écosystème de la performance. Alors, l'écosystème de la performance, c'est celui qui va être le plus propice à créer de la performance. Donc, par exemple, aujourd'hui, l'école française, que j'adore pourtant, et bon, évidemment, c'est notre école de notre République, qui crée des gens qui raisonnent très bien. Je pense qu'il lui manque ça. Il lui manque cette capacité. On doit, quand on va à l'école, on doit s'adapter à l'école, on doit s'adapter à une pensée de type académique, c'est-à-dire de type système 2, de type préfrontal, principalement préfrontal. Donc, cette école-là, naturellement, du coup, elle n'est pas faite pour la performance. Elle est faite pour l'intelligence façon classique, old school. Dire, voilà. Pour l'intelligence des QI. C'est ça. L'école d'aujourd'hui est toujours calquée sur l'intelligence du QI. Voilà, et c'est pour ça que je rêve, notamment avec le fonds de dotation que vous avez cité, I Have a Dream, qui est de créer une école, et pourquoi pas, aller un peu partout dans l'école de la République pour expliquer et faire en sorte de créer cet écosystème pour nos enfants, de créer cet écosystème, cette méthodologie de la performance. Et il y a des petites choses simples à appliquer, mais simplement... C'est-à-dire méthodologie de la performance. Ça veut dire que finalement, la performance, ça s'apprend. Bien sûr, c'est comme la méditation. La méditation, c'est un état. On est en état méditatif. Ça s'apprend, la méditation. Il y a une méthode pour apprendre la méditation. Et il y a des gens, je sais pas, le Dalai Lama qui est top niveau, qui est le performant de la méditation. Et puis, il y en a d'autres, peut-être comme vous et moi, qui faisons aussi bien qu'on peut, qui y arrivons de temps en temps. Et puis d'autres, on est moins dans un esprit moins méditatif. Mais voilà, c'est un état, ça s'apprend, et la performance, ça s'apprend aussi, puisque l'intelligence, donc la performance est un état. Donc on peut apprendre à être dans cet état, et ça demande simplement à enseigner aux enfants, aux adultes aussi, pour leur vie de tous les jours, et notamment au travail. Ça demande de leur apprendre à quitter ce cartésianisme. Ce prêt-à-penser. Exactement, pour aller plutôt vers son inconscient cognitif. Et comment est-ce qu'on trouve son propre écosystème ? Je dirais qu'on le sent quand je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes dans une conversation puis que ça colle pas, que vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne-là, que vos pensées ne coulent pas, vous voyez bien qu'il faut changer quelque chose. Donc il y a pour un enfant, il y a l'observation de cet enfant qui peut permettre pour lui de trouver le bon écosystème. On a parlé tous les deux en off de mon fils tout à l'heure. Voilà, mon fils, c'est un très bon exemple. C'est un philo-cognitif plus, puisqu'il a sauté de classe. Mais par contre, pas du tout fait pourtant en ayant les capacités, mais pas du tout intéressé par la pensée académique et justement par le raisonnement. Et à côté de ça, ultra intéressé par le sport. Donc, moi, je me suis dit, voilà, il a les capacités pour... il avait, puisque le QI peut changer, mais en tout cas, quand il a été testé, il avait 149 de QI. C'est pas son 149 de QI qui me convainc de dire il va aller faire Harvard ou Polytechnique. Ce qui me convainc et ce qui fait que je veux créer pour lui, autour de lui, un écosystème de la performance, c'est là où je vois que tout d'un coup il déroule. Et là où je vois qu'il déroule, que sa pensée déroule assez vite, assez naturellement, et qu'il n'est pas crispé, justement, qu'il est bien dans ses baskets avec ça, c'est
le sport et c'est l'humour. Donc, pour moi, je fais en sorte il va finir de créer stand-upper. J'aimerais bien, j'adorerais. Il me fait rire, mais il me fait rire. Enfin. On va citer Georges Bernard Shaw, que vous citez quand même plusieurs fois. Il y a dans la vie 2 catégories d'individus, ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Voilà. Visionnaire, Bernard Shaw, quand même. Hein. Ah oui, et puis justement, en performance, il en est. Et je crois que vraiment, ça illustre parfaitement les performants. C'est pourquoi pas, toujours pourquoi pas. Mais non, c'est pas possible. Et pourquoi ce serait pas possible ? Parce qu'on a essayé plein de fois, on n'a jamais réussi. Je vais te montrer. You never know until you try, comme on dit. Exactement, voilà. Donc ça, c'est vraiment la performance. Vous ne savez pas tant que vous n'avez pas essayé. Alors, on va parler de 2 concepts que vous développez. On en a parlé en début d'émission. Quand on monte en intelligence, on accumule de l'énergie. C'est ce que vous appelez, vous, de la puissantisation. Et quand on décroît, c'est de la décoïncidence. Vous nous expliquez, s'il vous plaît ? Oui, ce sont de gros mots que je trouvais sympa pour parler du phénomène. En fait, toujours, si on reprend cette balançoire. La balançoire, ouais. Voilà, donc la balançoire, pour qu'elle entre en résonance, il faut... alors là, ça va être un petit cours de physique, pardon, pour les physiciens. Je vais peut-être dénaturer un peu le truc, mais pour qu'un objet entre en résonance, il faut que sa fréquence propre, donc là, la fréquence propre de la balançoire, disons que c'est 15 oscillations par minute, donc elle oscille à 15 fois par minute. Il faut que la fréquence propre de la balançoire soit à peu près égale, se rapproche le plus possible de la fréquence d'excitation, plutôt que la fréquence d'excitation se rapproche de la fréquence propre de la balançoire. Donc l'excitation, c'est une personne qui va pousser la balançoire ou soi-même quand on balance avec ses jambes. Donc c'est pas pousser plus fort qui va faire que la balançoire va se balancer mieux, c'est pousser à peu près à la fréquence de la balançoire. Donc et là, la balançoire va entrer en résonance. Et qu'est-ce que c'est le phénomène de résonance ? C'est une accumulation d'énergie. La balançoire, au départ, on a besoin de vraiment bien pousser pour lancer la mécanique. Et puis ensuite, plus ça va passer, et plus il suffira d'un petit doigt pour que ça parte et que la balançoire aille très très haut. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La balançoire, elle accumule de l'énergie et ensuite, à la fin, tout se fait très, très facilement. C'est exactement ça, la performance. C'est que quand on se puissantise, on accumule de l'énergie avec le système, on se nourrit du système, on est vraiment en interaction avec le système. Certains performants ont beaucoup parlé de connexion avec l'univers. Je suis connectée avec les éléments, je suis connectée avec l'univers. J'ai l'impression que les choses vraiment se font presque malgré moi. Mélanie Astle, qui est une femme merveilleuse aussi, que j'ai interrogée, disait, donc elle est 6 fois championne de France de voltige aérienne, sans avoir eu son bac au départ. Ensuite, elle a eu l'équivalent. Elle est pilote d'avion. Maintenant, surtout, elle fait des shows, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des démonstrations acrobatiques. Exactement, et des compétitions, etc. Donc là, elle vient de gagner pour la 6e fois le championnat de France de voltige aérienne. Et donc Mélanie Astle disait qu'elle avait l'impression que c'était son avion qui faisait tout, que c'était presque pas elle. Hein, donc évidemment, on sait que c'est pas vrai, mais c'est ce sentiment que ça fait, d'être sur cette balançoire et de décoller, on n'a plus besoin de pousser. D'ailleurs, tout a l'air facile pour les performances. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein, c'est ça. Quand on les regarde. Oui, et on a l'impression qu'ils sont inconscients. On a l'impression qu'ils prennent des décisions inconsidérées, etc. C'est pas du tout ça. C'est qu'à au moment où ils se lancent, ils arrêtent de raisonner et ils se laissent porter parce qu'ils ont réussi à accumuler suffisamment d'énergie, de connaissances, de savoir, d'absorption, etc. Et après, il n'y a plus qu'à transformer l'essai. Donc, oui, on a cette impression d'inconscience, alors que pas du tout. Tout est généralement très bien pensé au départ, en amont. Et donc, la puissantisation, c'est monter, accumuler de l'énergie pour qu'ensuite on déroule. Et l'inverse, la décoïncidence, c'est tout le contraire. C'est quand on perd en énergie et petit à petit, la balançoire se met à brinque-baller. On est à 2 oscillations par minute au lieu de 15. Et donc, voilà, la balançoire va
un peu dans tous les sens, et puis elle perd en puissance, et elle s'arrête au bout d'un moment, elle est vraiment presque inerte, si on pousse l'image. Alors, il y a beaucoup de choses qui nuisent à la performance. Par exemple, le scepticisme. Oui. Pourquoi ? Parce que le scepticisme, c'est une mise en retrait par rapport à la réalité. Quand on est sceptique, ça veut dire que d'emblée, on regarde les choses avec circonspection. Ça veut dire qu'on se retire pour observer et pour avoir un esprit critique. Je pense que l'esprit critique est le grand ennemi de la performance. Ça ne veut pas dire que tous les performants sont des abrutis qui n'ont jamais une idée sur quoi que ce soit et pas d'esprit critique. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'ils ont des idées sur les choses, ils peuvent donner leur avis à certains moments, mais au moment d'être en performance, ils arrêtent de raisonner. Et le scepticisme, c'est vraiment le raisonnement, la lucidité la plus implacable. On est là et on va être sceptique, on va décomposer le truc pour dire mais non, là il y a un défaut dans tel type de pensée. Donc un performant, il ne peut pas être là-dedans parce que ça veut dire qu'il faut qu'il se retire du monde pour faire ça. Il faut que c'est comme quelqu'un qui est dans son laboratoire et qui regarde au microscope. Quand on est derrière un microscope, on peut pas aller toucher les étoiles. Donc. Et c'est comme les questions de principe, par exemple. Oui, voilà. Ce qui vous dit c'est une question de principe. Ça aussi, ça nuit à la performance. Vous dites même que c'est un automatisme dysfonctionnel. Pourquoi est-ce que la question de principe est un automatisme dysfonctionnel ? Déjà, avant dysfonctionnel, il y a automatisme. En fait, je vous disais tout à l'heure que le cerveau crée des automatismes quand il apprend par rapport à l'ours, par rapport à plein de situations du quotidien. Notre cerveau apprend sans qu'on s'en rende compte et fait ses petites statistiques. Et donc, il va créer des raccourcis, des automatismes. Ces automatismes, la plupart du temps, ils sont fonctionnels. Moi, je suis systémicienne. Donc, quand on aime l'approche systémique, on ne va pas parler de normal et pathologique, mais on va parler de fonctionnel et dysfonctionnel. Donc, normalement, ces automatismes-là, ils sont fonctionnels. Ces raccourcis-là, ils sont fonctionnels. Et puis, c'est-à-dire qu'ils nous aident à bien agir en fonction de la situation qui se présente à nous. C'est ça. Et on peut avoir certaines valeurs, tout le monde a des valeurs différentes, mais tout le monde a des valeurs et répond la plupart du temps à ces valeurs, enfin agit en fonction de ces valeurs. Ça, c'est encore tout à fait fonctionnel. En revanche, quand on fait la vie évidemment change, nous offre plein de situations qui sont différentes. Si je vous dis, je sais pas, je vous dis une bêtise, le soleil c'est pas bon pour moi. Le soleil c'est pas bon pour moi. La plupart du temps, dans telle circonstance, si je suis dans un pays où il fait 50 degrés l'été et où si je sors 3 minutes, je vais cramer. Donc là, en effet, je peux dire le soleil, c'est pas bon pour moi. Mais si j'en fais une question de principe et que je vais vivre en Alaska, je peux pas vous dire le soleil, c'est pas bon pour moi. Là, à ce moment-là, s'il y a un tout petit brin de soleil, je vais sortir et puis je vais mettre ma tête devant. Donc, quand on fait des choses, une question de principe, ça veut dire qu'on les rend immuables et que donc on est dans une forme de rigidité mentale qui fait qu'on veut pas s'adapter. Et que, étant donné qu'on ne veut pas réfléchir aux évolutions d'une situation, on veut pas, on se dit, par principe, c'est comme ça. J'aime pas les gens qui, Je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous. J'ai eu une discussion d'ailleurs avec Maître Serran à ce sujet, là-dessus, sur la question de principe. Et ça pose beaucoup de problèmes à des gens qui ont des questions de principe, en fait. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut lâcher prise, c'est ça que vous voulez dire ? Il faut lâcher la question de principe ? Oui, mais alors il y a un pour être en performance. C'est ça. Il y a un test de personnalité qui s'appelle, il s'appelle pas les Big Five, mais qui est fondé sur les Big Five. C'est le test le plus connu, reconnu de personnalité. Et dans les 5 dimensions de la personnalité qu'il évalue, il y a l'ouverture d'esprit, l'openness, ils disent en anglais. Et cette ouverture d'esprit, c'est vraiment une qualité de la performance.
quand on est performant, on est ouvert au fait que ça peut changer. On est antifragile, comme le dirait Nassim Taleb. On accepte d'être dans l'équilibre instable. Le performant, ou quand on est en performance, ça veut dire que on accepte à un moment d'être un peu sur des sables mouvants et même, limite, on y trouve un peu de plaisir. Mais pas forcément, on peut ne pas y trouver de plaisir, mais quand même d'être plus à l'aise que les autres quand on est en équilibre instable. Et pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Il faut se dire, ok, je traverse un moment un peu chaotique, un peu de crise, etc. Mais je suis ok avec ça et ça va me renforcer. Donc ça, c'est l'ouverture d'esprit. En revanche, quand on fait une question de principe des choses, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'équilibre instable. On refuse l'équilibre instable, on refuse le risque, ou on refuse le changement naturel des choses. Ou alors on prend des prises de risque calculées. Oui, mais avec ces principes, c'est difficile de prendre des risques calculés. En tout cas, c'est l'ennemi de la performance, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est l'esprit de la performance parce que quand tout peut changer, même les grands astronomes vont calculer la trajectoire de la fusée, mais ils vont prendre le risque qu'il puisse y avoir une comète, etc. Mais il y a un degré d'incertitude qu'ils acceptent, et c'est pour ça qu'ils créent cette performance de pouvoir envoyer une fusée je ne sais où. Si on n'accepte pas ce degré d'incertitude et qu'on dit par principe je refuse d'agir ou de répondre dans telle situation, alors on ne peut pas être dans la performance. Alors, vous expliquez qu'il y a 2 techniques qui peuvent constituer un excellent conditionnement mental pour la performance. Il y a le mirroring et le labelling. Oui, ça c'est pas moi qui l'invente du tout. Il y a plein de grands négociateurs. Mais l'applique au quotidien. Le mirroring, donc, c'est adopter la posture de son interlocuteur. C'est ça. En fonctionnement miroir. Oui, pas seulement. Et puis aussi dans le vocabulaire. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Ça va bien ? Oui, merci. Ah ouais, c'est pas sympa ce que vous avez fait. Voilà. Là. Alors, parce que sinon, c'est comment ça va aujourd'hui. Et vous ? Ah non, pas du tout, c'est pas ça. Vous me dites ça va bien. Oui. Et moi, je vous répète, ça va bien. Donc là, je fais du mirroring. Ok ? D'accord. Là, je répète simplement ce que vous m'avez dit. Vous reformulez, vous le répétez. Oui. Et normalement, si vous êtes un individu normalement câblé, oui. Non, je suis pas normal, fonctionnellement câblé, vous devez développer à ce moment-là, puisque si je vous dis ça va bien, vous entendez qu'il y a une question derrière, mais ce n'est pas moi qui projette quelque chose sur vous. Et là, vous développez, oui, ça va bien parce que ceci, cela. Et vous partez sur le sens que vous voulez, voilà. C'est ça, vous développez. Donc, sur la partie qui vous intéresse. Exactement. Et sur ce que vous avez envie de dire. Voilà. Donc un performant, il n'est pas forcément doué pour le mirroring, mais c'est une métaphore. Mais en tout cas, s'entraîner au mirroring peut être un atout de performance. C'est super parce utile. que ça. Et puis vous vous intéressez aux gens, donc voilà. Connexion. C'est ça. Connecting people. Et le labelling ? Et le labelling, c'est une forme, c'est l'utilisation de l'empathie. C'est-à-dire, je crois que je donne l'exemple des embouteillages, il me semble, dans le livre, où je dis, quelqu'un va dire, j'étais dans les embouteillages, je suis arrivé en retard, là, j'étais dans les embouteillages, etc. Ça a dû créer des émotions intenses. Voilà. Donc, on fait labelliser l'émotion, donner une coloration à l'émotion qui va avec. Alors c'est marrant parce que vous employez l'empathie et pourtant les performants n'ont pas cette réputation d'être forcément empathiques. Non, mais bon, déjà c'est parce que souvent on confond l'empathie et la sympathie. Voilà, donc, c'est la base. C'est la base. Ça n'a rien à voir. On peut très bien être je dis souvent qu'un pervers narcissique, il n'y a pas plus empathique qu'un pervers narcissique, parce que qu'est-ce que c'est l'empathie ? L'empathie, c'est la capacité à simuler en soi l'expérience émotionnelle de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on lui donne on lui sert exactement ce qu'il attend. Oui, parce qu'il sait très bien, lui aussi, ce qu'il peut faire avec soi et ce qu'on est en train de ressentir, etc. Donc il sait jouer avec. Un
diplomate, là je ne fais pas du tout le lien entre un diplomate et un pervers narcissique, mais un diplomate est quelqu'un, normalement, qui fait preuve de grande empathie. La sympathie, c'est autre chose. C'est aussi une mise en commun de l'émotion, mais là, on est dans le collage émotionnel. Dans la sympathie, on est dans je pleure avec toi, mon ami, ou je ris avec toi, mon ami. On vit l'émotion en même temps que l'autre. Ça, c'est la sympathie. Et c'est pas parce qu'on est en sympathie à un moment qu'on est quelqu'un de sympathique, et c'est pas parce qu'on est en empathie à un moment qu'on est quelqu'un de sympathique. Voilà, on a commencé à survoler un petit peu le secret des performants avec mon invitée Fanny Nussbaum. Alors, je rappelle que vous publiez votre nouveau livre, Le secret des performants, aux éditions Odile Jacob. Il vient de sortir. Je fais comme ça. Voilà, Ta-da-da. vous le montrez, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net, vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube et puis vous pourrez regarder également l'émission qu'on avait consacrée au philo cognitif sur votre chaîne YouTube. D'ailleurs, vous avez de nombreux réseaux sociaux pour ceux qui veulent vous suivre et s'abonner. Ah oui, tous, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Donc, bien sûr, vous êtes tous les bienvenus. Merci d'avoir été avec nous. Très belle semaine performante sur Beurre FM.